série Ombero, c'est un film sur lequel, plutôt qu'un film, c'est la conscience critique, peut-être cinématographique, d'une période terrible de l'histoire italienne. C'est l'histoire de l'enlèvement d'Aldo Moro, mais vous savez très bien toute la problématique italienne des années 70, guerre froide, problème de crise économique, choc pétrolier, le mouvement ouvrier italien par rapport à la France était très bien organisé par rapport au mouvement des étudiants, la politique du Parti démocrate chrétien, gangrénisé au pouvoir avec des partis confettis qui gouvernaient à l'aide un peu du soutien américain contre un parti communiste à 15 millions de voix et qui ne pouvait pas arriver au pouvoir par le veto américain. Donc il y avait une situation théoriquement explosive et dans tout ça, la lutte armée des Brigades Rouges et, il ne faut pas oublier, du terrorisme de droite. Ce film raconte quoi? Raconte quelque chose que tout le monde aurait voulu savoir. La vie quotidienne, d'une certaine manière, d'Aldo Moro, prisonnier des Brigades Rouges dans la célèbre prison du peuple. Alors je voudrais vous signaler 3 points du film qui, à mon avis, sont très importants, mais nous avons fait, il y a une dizaine d'années, un colloque à Londres sur Remembering Aldo Moro, et pour voir l'image d'Aldo Moro à travers le temps, et tous les collègues étaient un peu d'accord sur quelque chose de très important dans le film. Première chose, la prison du peuple. C'est-à-dire cette prison a été située derrière une bibliothèque dans un salon. Un peu comme si la culture bourgeoise avait une sorte de mur derrière lequel Aldo Moro était un peu le symbole de tout ce qui était la crise de cette culture bourgeoise critiquée par l'extrémisme de Brigade Rouge. Autre symbole important, c'est cette petite prison qui était derrière justement la bibliothèque pour éviter que ce soit déniché, où Moro vivait avec une petite sanibroyeur et un dispositif pour la ventilation. Et il y avait la possibilité de dormir et d'écrire les célèbres lettres qui racontaient un peu les coulisses du pouvoir vues par Aldo Moro. Et dans ce film, on voit aussi un autre grand problème. C'est le problème du langage. C'est-à-dire Calvino, Italo Calvino, le grand écrivain, pendant cette longue période où Moro avait été tenu prisonnier, c'est-à-dire 55 jours, figurez-vous, et toute l'Italie était déchirée, un peu dans la peur et dans la crise aussi du gouvernement et l'inertie de la classe politique, Calvino avait écrit quelque chose de très important. Il avait dit, je voudrais savoir exactement qu'est-ce que fait Moro avec sa dialectique face à la dialectique des Brigades Rouges. Et je pense que le vrai problème, ce n'était pas la prison physique d'Aldo Moro, et le film le montre, c'est la prison langagière. Le langage est la première prison, tandis pour les Brigades Rouges et pour Aldo Moro, qui est victime aussi, à la fin, de tout le monde qu'il avait bâti dans une forme d'hypocrisie politique pour garder au pouvoir le Parti démocrate chrétien. N'oublions pas que Moro était la cible de Pasolini et d'une grande partie de la gauche, parce qu'on considérait Aldo Moro le responsable, un peu l'image de marque négative, détériorée de ce Parti démocrate chrétien qui gouvernait à l'appui désormais de la puissance américaine et bien sûr des pouvoirs cachés de la vie politique italienne. Et une dernière scène, la scène finale du film, au-delà bien sûr de ce rapport avec la geôlière, c'est-à-dire de Moro, c'est-à-dire la brigadiste qui a écrit un livre dont s'est inspiré Bellocchio. Il y a quelque chose à la fin du film, et je termine, c'est-à-dire les funérailles d'Aldo Moro. Et là, à mon avis, c'est le chef-d'œuvre de Bellocchio. Bellocchio a utilisé, des images télé des funérailles d'Aldo Moro. Aldo Moro, la famille d'Aldo Moro n'a pas voulu les funérailles d'État. Alors l'État a organisé, sans le cercueil, un catafalque vide dans San Juan en Latran, c'est-à-dire un territoire du Vatican, et le pape souffrant, Jean-Paul VI, arrive pour l'office, et la télé italienne montre tous les visages un peu pâles, un peu déjà cadavériques des hommes politiques et de cette république presque finissante, qui sont là avec le corps d'Aldo Moro qui est absent.
Et donc c'est tout un vide du pouvoir, et la puissance dans Bellocchio, c'est de recycler les images de la télé à travers une forme cinématographique, une économie symbolique qui a vraiment, si vous voulez, la puissance narrative. Le personnage de Moro, qui est dans ce film un peu le martyr de Moro, lui donne l'aura peut-être de l'homme politique de grande importance. Mais il faut dire honnêtement que jusqu'à 78, c'est-à-dire quand Aldo Moro sera enlevé et après tué, il y avait eu des films, bien sûr, sur Aldo Moro, interprétés par Jean-Marie Volonté, comme Toto Monde, par exemple, film où la personnalité de Moro était de manière critique, stigmatisée et surtout soulignée de manière négative, comme l'ambiguïté jésuitique du pouvoir. Donc, à ce moment-là, avec ce film de Bellocchio, tout change et Aldo Moro devient une sorte d'apôtre de la politique. L'Italie de ce côté-là est un peu trop catholique, où on est des criminels, après le martyr, on est tout de suite sur les auteurs. Mais on n'arrive jamais à faire un discours un peu objectif parfois. C'est ça, parce que quand j'ai vu ce film, bon, je dois dire, au niveau cinématographique, c'est un très beau film, mais ce film n'aide pas vraiment disons, le spectateur, surtout pas vous, bien sûr, vous êtes là pour avoir un produit esthétique, et je dirais un peu pas à l'éthique dans le sens de la logique, c'est-à-dire du vrai ou du faux. Vous avez un produit esthétique et d'une certaine manière politique a posteriori. Mais ce qui manque vraiment, c'est quelque chose de plus approfondi, je ne dis pas dans le film, mais de voir Moro comme le personnage qui était un peu le protagoniste et la victime d'un impasse, une forme d'impasse de la politique italienne. Donc je termine, je passe la parole à Francesco, je ne veux pas trop monopoliser.